commencer, un grand merci à tous de m'accueillir ce soir avec vous. On est très nombreux, c'est assez impressionnant de se dire qu'il y a plus de 130 personnes de l'autre côté de l'écran. Je vous remercie vraiment tous. Voilà, je vais tenter d'apporter un témoignage tout simple de ce que nous faisons chez les Prairies Bio. Et j'ai une petite dizaine de minutes pour le faire. Donc, je veux bien le premier slide, le seul d'ailleurs, si c'est possible. Merci beaucoup. Alors, en fait, me présenter d'abord. Je suis Christophe Audouin, je suis le directeur général des Prairies Bio. En fait, je suis tout simplement la plus ancienne vache du troupeau des deux vaches. En agriculture bio, on réforme heureusement les vaches moins vite qu'en conventionnel. Et donc, je suis toujours dans la prairie et avec les autres. Et j'ai cette chance de partager cette aventure intrapreneuriale extraordinaire qui a été montée il y a 14 ans chez Danone. Et j'ai été, moi, télescopé par cette aventure il y a 13 ans, donc j'y suis depuis quasiment le début. Avant d'être chez les deux vaches, finalement, ce que je voulais vous apporter ce soir, c'est j'ai fait plein de choses chez Danone et en fait, j'ai conduit ma carrière professionnelle exactement comme je pratiquais à l'époque le sport. Je suis un coureur, j'adore courir. Et que ce soit pour courir ou pour prendre des décisions professionnelles avant les deux vaches, en fait, j'étais drivé par quelque chose d'assez simple, c'est que je considérais finalement l'entreprise comme un match de foot ou comme une course à pied, comme un jeu. Et ce jeu-là comportait des règles assez simples, il ne fallait pas faire d'erreur, mais tout le but de ce jeu-là était de gagner, d'aller vite, courir toujours plus vite, améliorer mon temps en permanence au marathon, au semi-marathon. Voilà. Et puis, avec les yaourts que je vendais ou que j'inventais à l'époque, faire en sorte de faire de la croissance sans fin, gagner de la part de marché sur des indicateurs qui sont ceux de l'entreprise classique. Donc, en fait, d'une certaine façon, j'utilise parfois cette métaphore, nous étions dans l'entreprise sur une sorte d'autoroute qui est celle de la croissance sans fin, avec quelques rambardes de sécurité qu'on pourrait appeler, moi j'appelle la RSE à l'ancienne, c'est-à-dire pas sortir de la route, donc essayer de faire les choses correctement, mais essayer d'aller vite et très peu de panneaux de limitation de vitesse. Donc les excès de vitesse n'étaient pas sanctionnés, ils étaient même plutôt encouragés. Et moi, ça m'éclatait de courir très vite ou de vendre toujours plus de yaourts. Et puis, en fait, quelques temps après, avant d'arriver chez Devache, je suis tombé malade personnellement. Et du coup, ce qui m'est arrivé m'a forcé à me poser des questions sur mon activité sportive parce que tout simplement, mes performances sportives n'étaient plus du tout les mêmes avant et après ce problème de santé. Et donc, j'ai dû repenser finalement ma raison d'être d'une pratique sportive. Et parce que c'était nécessaire, parce que je n'avais pas le choix, parce que j'étais malade. Et donc d'une course pour la performance, je suis passé à une course pour les autres, courir avec les autres. Je suis passé pour une course pour découvrir des nouveaux lieux. Je me suis mis à faire du trail. Et puis une course aussi pour aller plus loin, pour courir longtemps. Donc plutôt être durable plutôt que d'aller vite. Et en fait, ce problème-là, on peut l'appliquer à notre planète qui elle-même est malade, socialement et d'un point de vue climatique. Et du coup, les questions que je me suis posées à titre personnel, je me suis aussi posées à titre professionnel dans le pilotage et de mon entreprise, les Prairies Bio. C'est comme ça qu'on en est arrivé tout doucement à ce travail sur la vision que vous voyez ce soir, que je partage avec le groupe, et notre vision, nous, les deux vaches, qui est de complètement se poser aussi la question de à quoi sert une entreprise quand on est sur une planète qui est en danger et qui est assez malade. Et donc, pour nous, c'est devenu une évidence face à ça que le rôle de l'entreprise, c'est d'être un acteur de ce changement, faire partie des solutions et justement avoir inventé un nouveau modèle d'entreprise qui puisse contribuer justement à répondre aux enjeux climatiques et sociaux. Et en ce sens-là, c'est évidemment ce qui nous rassemble avec la communauté Bicorp. Et donc, une fois qu'on change le paradigme de l'entreprise, finalement, l'autoroute dont je vous parlais, elle se renverse complètement, c'est-à-dire que la route sur laquelle on est,
c'est celle justement de l'amélioration des enjeux climatiques et sociaux. Et les rambardes de sécurité, à gauche, c'est celle des indicateurs financiers d'une entreprise, parce qu'on est une entreprise et on doit rendre des comptes. Et puis à droite, c'est la rambarde de sécurité de la demande, c'est-à-dire évidemment s'assurer que ce qu'on fait est en adéquation avec ce qu'attendent les consommateurs. Mais la très bonne nouvelle, c'est que nos consommateurs sont avant tout des citoyens et que les attentes, elles ne sont pas simplement un consommateur, parce que je trouve que c'est assez dégradant. Ce sont celles d'un citoyen et les attentes sont sociétales. Notre planète est malade et il a donc fallu prendre des décisions, et je voulais illustrer une décision importante qu'on a prise et qui illustre ce travail sur la vision. C'est celle qu'on a mise en place à travers le commerce équitable. Alors, le commerce équitable, on ne l'a pas fait, je vous le dis avec une grande franchise, parce qu'on avait envie de répondre à un trend de consommateurs qui étaient en attente justement de produits bio et équitables. On l'a fait parce que ça faisait plus de 10 ans qu'on travaillait avec nos éleveurs en bio. On leur demandait un certain nombre de choses très, très exigeantes et qu'on constatait depuis des années que ces agriculteurs-là étaient exposés de plus en plus fort aux aléas climatiques. Eux qui travaillent sur le vivant se retrouvaient avec une activité d'entrepreneur à haut risque sur lequel tout bougeait autour d'eux, que ce soit le vivant des prairies, le vivant de leurs vaches et puis évidemment leur famille. Donc, on s'est dit très vite qu'il était important d'encadrer notre certification bio par un encadrement en équitable qui permettait du coup par l'équitable, par un contrat qui est extrêmement bien monté, qui permet de la sécurisation via un prix minimum garanti, via une rémunération sur les coûts de production, via un engagement sur le long terme, via un fonds filière de 2% de la valeur du lait acheté. C'était la meilleure solution finalement pour leur donner la possibilité d'abord de toujours être là dans quelques années, quelles que soient les crises sociales et climatiques, mais aussi de leur permettre de mettre en place des changements et des améliorations pour encore améliorer l'agriculture biologique. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive à ça. Pour faire cela, on a dû faire des arbitrages assez conséquents parce qu'évidemment, nous ne souhaitions pas que nos yaourts soient vendus plus cher dans les hypermarchés, dans les supermarchés. Et donc, on a décidé de faire des arbitrages parce qu'il nous semblait plus important d'aller mettre de la valeur dans les filières plutôt que d'aller les mettre dans du média, de la communication ou de la PLV ou de la promotion. Et donc, on a fait ces choix courageux qu'on a assumés avec nos clients. Notre planète est malade, mais je pense qu'elle l'est même encore plus qu'on l'imaginait quand on a fait ça. Et moi, le message que je veux vous faire passer aussi, c'est que j'ai bien peur que ces arbitrages, par exemple, que nous avons fait sur l'équitable ne suffisent pas pour continuer à répondre aux enjeux climatiques et sociaux. La crise du Covid est en train de nous montrer que nous sommes dans le dur, qu'il y a moins en moins de chair et de muscles autour de l'os et que finalement, on se retrouve dans des niveaux d'interdépendance entre nos parties prenantes qui sont d'une proximité effarante et presque effrayante. C'est pour ça que je vous ai montré ces deux lits. En fait, on est en train de comprendre en ce moment que pour un jour rêver de pouvoir partir dormir dans un hôtel de luxe à l'autre bout du monde, il va falloir déjà commencer par mettre des lits de réanimation dans les hôpitaux, parce que c'est peut-être la seule possibilité pour qu'on se reconfine pas et qu'on se retrouve dans une situation comme celle-ci. Donc, on se rend compte que tout est complètement lié. On se rend compte que si on n'a pas de caissière dans nos supermarchés, eh bien, on ne sera plus capable de vendre nos produits. On se rend compte que si on n'a plus d'éleveurs et de producteurs dans les fermes, on va tout simplement à un moment manquer de matières premières et ne plus être autonome d'un point de vue alimentaire. Donc la crise va nous montrer tout ça et va probablement nous obliger à revoir complètement nos business models et s'habituer peut-être à voir une certaine forme de dégradation de nos comptes d'exploitation, au moins sur les premiers indicateurs financiers qu'on suit quand on est une entreprise qui est fermée sur elle-même et qui ne regarde pas l'intégralité de ses parties prenantes. Et donc, nous, la décision qu'on a prise chez les Prairies Bio, là, c'est de préparer pour cette année, sur un plan stratégique à 5 ans, des indicateurs d'impact dans notre compte d'exploitation qui dépassent et transcendent les indicateurs d'impact classiques qu'on suit dans n'importe quel contexte d'une boîte de grande consommation. Et donc, on va y intégrer tous les impacts additionnels et la création de valeur et le partage de la valeur nouveau qu'on est en train de créer avec nos parties prenantes, que ce soit nos filières, que ce soit bien sûr nos salariés, mais que ce soit aussi nos clients et nos consommateurs. Et donc, c'est pour cela que je voulais, pour terminer, vous montrer le travail que nous avons fait sur notre raison d'être. Notre raison d'être, elle est construite en 2 temps. Bien sûr, on a envie plus que jamais d'explorer de nouvelles solutions. Chez Devache, on ne parle pas d'innovation,
mais on parle de solutions, puisque l'idée est de répondre aux enjeux climatiques et sociaux. Et donc, ces solutions, on les explore via ce que je vous ai donné comme exemple sur l'équitable. Mais on a aussi envie, puisque nous sommes tous interdépendants, de donner à notre écosystème la possibilité, lui aussi, d'avoir un impact positif sur les hommes, la planète et bien sûr les animaux, puisque nous, on est en contact avec, évidemment, avec les vaches. Et ça, on veut le faire parce que, évidemment, on est tous liés et qu'à un moment, avoir un impact à hauteur de 50 millions d'euros, qui est globalement le chiffre d'affaires des prairies bio, c'est beaucoup moins intéressant et vu les urgences, beaucoup plus anecdotique que de l'avoir à un niveau beaucoup plus grand et d'être capable d'impacter tout notre écosystème, à commencer bien sûr par la maison mère dans laquelle nous sommes, qui est le groupe Danone. Et donc, c'est évidemment avec une raison d'être comme celle-ci que nous avons une énergie quotidienne pour nous lever tous les jours et mettre en place ces nouvelles solutions. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Merci beaucoup, Christophe. Oui, tu es tout à fait dans les temps. C'est super. Alors, le parti pris qu'on a eu pour ces afterworks, c'est d'avoir un binôme d'intervenants avec un externe et un interne de l'écosystème d'entreprise Mullier. Et donc, pour cette première édition, on a la chance d'avoir avec nous Christian qui va nous partager son expérience avec le projet de relocalisation Le Cube. Je rappelle pour les questions, vous pouvez les poser dans Klaxoon. Marie a remis dans le chat le lien vers le Klaxoon. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à contacter Marie également par le chat. Voilà. Christian, je te passe la main. Merci beaucoup, Christophe. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi et honoré d'être parmi vous ce soir. Effectivement, moi, j'occupe une mission de leader RSE chez Pimkie et par conséquent chez Fashion Cube, qui est donc l'écosystème de marques mode qui comprend Pimkie, Jules, Ebris, Bisbee, Rouge-Gorge, Grain de Malice, Orsay. Et je suis également porteur d'un projet que je vais vous présenter juste après. J'ai une petite vidéo à partager avec vous qui va vous donner le sens et la mission que l'écosystème Fashion Cube s'est donné. Mathieu, je vous laisse. L'industrie du prêt-à-porter ne s'est pas réinventée depuis sa création, il y a près de 40 ans. Le monde, lui, s'est totalement transfiguré. Nos process se sont surtout modernisés, mais pas transformés. Nous observons les évolutions dans toutes leurs composantes, les meilleures comme les pires. Une surabondance de biens jetables, induisant la surconsommation des ménages. Une part importante de collaborateurs désengagés au travail. Un gaspillage des ressources qui s'accélère, une planète qui s'épuise, une perte de valeur. Nous cherchons à créer ce qui est beau et à faire quelque chose de différent, en harmonie avec les aspirations d'aujourd'hui et de demain. Nous voulons aujourd'hui basculer de toujours plus à nettement mieux. Ainsi, toutes nos marques s'engagent pour créer un nouveau fashion business model. Nous visons le zéro waste, le zéro gâchis. Zéro waste dans l'engagement de l'épanouissement de chaque talent. Zéro waste dans la valeur délivrée à nos clients. Zéro waste dans la co-construction de valeur avec nos partenaires. Zéro waste dans l'impact sur notre planète. C'est très ambitieux, un peu utopique. Et alors ? Nous voulons inventer une autre façon de travailler, en libérant et responsabilisant chaque talent. Nous voulons inventer une nouvelle façon de concevoir et produire nos collections, en transformant complètement la chaîne de valeur, pour décider mieux, plus tard, plus vite, pour ne produire au juste coût que ce que nous sommes en capacité de vendre, sans gâcher, sans brader. Nous voulons développer de la valeur ajoutée en supprimant l'inutile. En devenant vraiment utile, en proposant les solutions et services ajustés en permanence aux aspirations de nos clients et nos partenaires. Nous voulons réduire notre empreinte sur la planète. Pour cela, nous partageons tous une nouvelle vision pour notre industrie de la mode. Cette mission vivra en chacun et chacune des acteurs de notre écosystème. Elle nous emmènera loin, durablement vers le succès, le partage.
Voilà, je pense que cette vidéo repose bien la mission qu'on s'est donnée côté Fashion Cube, et je pense que ça fait aussi écho à ce que Christophe nous présentait juste avant, c'est-à-dire cette recherche d'un sens et probablement d'un nouveau business model en phase avec les attentes de nos consommateurs et en phase avec nos attentes aussi. Je vais basculer sur une présentation pour vous montrer quel est le projet que je porte. L'idée, j'ai toujours été, moi personnellement, extrêmement sensible au Made in France. Par contre, le constat que je faisais quand je voulais acheter du Made in France, c'est que ça coûtait super cher et que voilà, c'était un vrai choix, c'était presque un choix militant que d'acheter du Made in France. Et en regardant l'histoire de nos marques, je me suis dit, tiens, nos marques ont toujours cherché à démocratiser quelque chose. Elles ont démocratisé l'accès à la mode. Pourquoi finalement nos marques ne deviendraient-elles pas les marques qui démocratisent l'accès au Made in France? Et donc l'objectif que je me suis donné en lançant le projet, c'était de rendre le Made in France accessible au mass market, au grand public, et plus précisément les jeans. Parce que les jeans sont des produits iconiques de nos garde-robes, parce que les jeans sont des produits impactants et très polluants, et donc ça a du sens que de le faire là-dessus. Alors, accessible sous deux aspects. Le premier aspect, c'est accessible en termes de prix. Et mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeans fabriqués en France ne coûtent pas plus cher, ou en tout cas pas dans des proportions trop importantes, plus cher que les jeans équivalents fabriqués aujourd'hui en Asie. Donc l'objectif d'écart de prix maximum qu'on s'est donné en prix de vente pour les clients, c'est d'un écart maximum de 20%, tout en visant plutôt le 10%, voire en se disant qu'on devrait être capable de les vendre au même prix et tout en dégageant la même rentabilité pour les marques. L'autre point qui peut nous aider à rendre ça accessible au grand public, c'est que dans nos marques, sur nos plateformes Internet, sur nos sites marchands, chaque jour, on a des dizaines de milliers de personnes qui se connectent. Et donc, on a un effet notoriété sur le marché qui nous permet de nous mettre à une échelle, qui nous permet d'avancer sur le projet bien plus rapidement que si on partait de zéro. Donc, ce qu'on en attend, c'est bien entendu de minimiser l'impact environnemental de nos produits et des produits qu'on vend, sous deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'en fabriquant en France et en fabriquant dans notre usine, on va être capable de maîtriser l'énergie qu'on va utiliser, on va être capable de maîtriser le devenir des chutes de production. Et ça, c'est quelque chose déjà d'important d'un point de vue environnemental. Un autre bénéfice attendu, c'est qu'en produisant localement, on va réduire le temps entre le moment où on décide de faire un produit et le moment où il arrive dans les magasins. Et donc, on va être capable de limiter la surproduction. Les quantités qui vont être commandées à l'usine vont être beaucoup plus proches de ce qu'on vend, et ça va permettre de répondre à un de nos mantras internes qui est ne produire que ce que nous vendons. C'est très important d'un point de vue environnemental, mais c'est aussi très important d'un point de vue économique, puisque ça veut dire qu'on va limiter les résiduels en fin de collection. Ça veut dire aussi qu'on va avoir un effet positif sur la décote des produits. Et d'ailleurs, le fait de produire en France, ça va aussi nous permettre de redonner de la valeur au produit, en ce sens que, bien entendu, le produit a de la valeur par le fait d'utiliser telle ou telle matière, d'avoir telle ou telle détail de finition. Mais j'ai aussi la conviction que la valeur du produit, c'est aussi son bénéfice social, son bénéfice environnemental. Et comme je parle de bénéfice social, c'est aussi intéressant pour nous que d'avoir une activité de production en France, de créer des emplois en France, qui est le premier territoire de vente de nos produits à l'échelle Fashion Cube. Et puis demain, c'est être présent sur l'ensemble des territoires sur lesquels on vend. Et puis, il y a aussi une volonté de se mettre en réseau et de fonctionner avec l'ensemble des écosystèmes locaux, régionaux, interrégionaux, et d'aller chercher en fait les innovations dont on va avoir besoin pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, les leviers dont on a besoin pour rendre le Made in France accessible au grand public, c'est des procédés innovants,
c'est de l'automatisation, de la semi-automatisation. En fait, on va automatiser certaines tâches, ce qui fait que on va être capable de déployer un modèle qui est économiquement performant. Alors, pas aussi performant que si on le faisait en Asie, mais l'avantage de l'Asie aujourd'hui, c'est l'avantage. En tout cas, c'est là où l'Asie est compétitive, c'est sur les coûts salariaux. De ce fait, pour produire en France au niveau attendu, il faut qu'on vienne atténuer l'impact du coût de la main-d'œuvre. C'est en ce sens que l'automatisation est importante. On va créer des emplois, pas autant que si on prenait le modèle ISO Asie, mais si on prenait le modèle ISO Asie, on ne serait pas capable de faire du Made in France accessible. On a aussi, je le disais, plein de clients qui rentrent dans nos magasins chaque jour, qui vont sur nos plateformes Internet. Donc, on a un effet volume extrêmement important. Et par rapport à une marque qui commencerait de zéro, nous, on a un réseau d'écoulement, on a des clients, et donc on a un effet volume qui est intéressant et qui nous permet d'aller chercher des technos qui ne sont pas, amortissables sur de petits volumes. Produire au plus juste de nos besoins, ça c'est aussi un levier, je l'ai évoqué. Redonner de la valeur au produit, je l'ai aussi évoqué. Et puis un autre levier extrêmement important, la vidéo vous l'a montré, c'est que nos marques sont convaincues et en mouvement vers le progrès social et environnemental. Elles ont pleinement conscience que pour être une marque de demain, il faut se préoccuper de l'environnement et il faut aussi se préoccuper de la partie sociale. Alors, comment on va faire si on compare la France par rapport à l'Asie, notre objectif en termes de prix de vente, c'est donc de se situer à un écart maximal de 20% par rapport aux produits asiatiques équivalents. On ambitionne de baisser notre décote sur ces produits fabriqués en France de 5 points et on ambitionne d'avoir moins de résiduels. Je pense qu'on en aura toujours un tout petit peu. Et idéalement, on aimerait, alors je pense que le sujet de la TVA reste encore une utopie, mais on aimerait que les pouvoirs publics puissent nous accompagner et qu'on puisse demain distinguer et encourager les productions françaises finalement en les pénalisant moins par la TVA ou par un autre biais d'ailleurs, et en encourageant en fait ce genre d'initiative de façon à les rendre économiquement compétitives et faire en sorte que nos clients soient capables de ne pas faire de sacrifices lorsqu'ils achètent du Made in France. Voilà, donc c'est ce que j'appelle raisonner en coût complet, hein, c'est regarder l'ensemble des composantes de la rentabilité d'un produit. Et classiquement, dans nos marques, on anime nos acheteurs sur le taux de marge entrée. Là, il va falloir qu'on change la façon d'envisager le sujet. On va regarder plutôt combien d'argent on dégage en sortie de caisse et on va remonter l'équation. Et on va repartir de ce qu'on gagne aujourd'hui réellement en sortie magasin, ce qui fait qu'on va changer la façon d'appréhender la façon dont on achète. Et potentiellement, ça veut dire que peut-être c'est pas très grave d'acheter un peu plus cher si au final, parce qu'on a acheté plus près, parce qu'on a redonné de la valeur au produit, on est capable de dégager la même marge pour nos marques. Les infos clés du projet, c'est donc un projet qu'on a officiellement lancé au mois de mai de cette année. Mais c'est un projet sur lequel moi je travaille depuis 3 ans, 3 bonnes années. L'objectif, c'est de le démarrer sur le dernier trimestre de l'année prochaine, donc dans 1 an. Le timing est court, on a beaucoup de choses à faire, donc il faut qu'on aille vite. Notre objectif à terme, c'est de produire 410 000 jeans annuels. Ces 410 000 jeans annuels, ça représente 6% des volumes de jeans vendus par Fashion Cube dans une année normale. Je pense qu'en 2020, on aura peut-être des chiffres un peu différents, mais sur une année normale, c'est 6% de nos volumes. Ça représente 75 emplois. Ça utilise une partie de semi-automatisation. On va commencer avec du tissu qui viendra de l'étranger, probablement. Mais voilà, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Et aujourd'hui, ce qui rend le Made in France cher
et c'est essentiellement la partie confection. Donc, dès qu'on aura démontré que la confection française peut ne pas être chère, peut être vendue à des tarifs proches de ceux des produits asiatiques, on réintégrera plus complètement une filière de production 100% locale. On est accompagné par la MEL, par Roubaix. Alors je le disais sur les volumes, l'objectif de 410 000 jeans, c'est notre objectif en année 3. Sur la première année, on va démarrer avec 160 000 jeans. Ça représente un investissement total de 3 millions d'euros. Et de base, diriger une usine, mettre sur pied une usine, ce n'est pas notre métier, ce n'est pas notre champ de compétences. Donc on est allé chercher un partenaire industriel, qui est un partenaire industriel indien, d'actionnariat familial, qui est très intégré sur l'ensemble des chaînes de transformation du textile. En gros, il maîtrise la filière depuis le champ de coton jusqu'au produit fini. C'est un partenaire qui est très orienté RSE. Ils ont 80% de leur énergie sur leur site de production qui est d'origine renouvelable. Ils recyclent leur eau à 94%. Enfin voilà, ils sont très très intégrés dans ce sujet-là. Ils perçoivent leurs usines comme des vecteurs de progrès social pour les ouvriers, c'est-à-dire ils veulent que les ouvriers prennent l'ascenseur social en venant travailler chez eux. Enfin voilà, il y a plein de valeurs qui font écho à ce que nous on a envie de porter, et c'est un partenaire vraiment de premier ordre. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. On a bien entendu la possibilité de développer, je l'ai dit, intégrer plus complètement la filière locale. Demain, travailler avec d'autres marques dont on est proche, d'autres marques peut-être dont on est moins proche, aller sur d'autres catégories de produits. Ce projet n'est vraiment que le début d'une démarche de relocalisation de nos productions. Et peut-être que demain, on sera amené à démultiplier ça dans plusieurs régions en France, voire à Berlin, à Buenos Aires, à Moscou. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de raisonner local. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Christophe, également. Maintenant, on va passer à une phase de questions-réponses, puisqu'on a voulu cette session la plus interactive possible. Il y a déjà beaucoup de questions qui ont été posées sur Klaxoon, donc je vous invite à plutôt, quand d'en rajouter de nouvelles, à regarder celles qui sont déjà posées et à voter pour celles qui vous intéressent le plus. Voilà, je vais vous montrer très rapidement comment faire si besoin. Donc, voilà, vous cliquez sur l'activité « Vos questions à nos pionniers ». Vous cliquez sur les 49 questions qui ont déjà été posées. Voilà, 49 idées. Donc, il y en a beaucoup. Vous allez avoir du boulot, Christophe et Christian. Prenez le temps pour respirer un peu. Et pour voter, si une question vous intéresse, vous mettez un petit cœur, tout simplement. Voilà, je vais vous laisser 1 à 2 minutes pour découvrir les questions et puis voter pour celles qui vous intéressent le plus afin qu'on puisse leur poser en priorité celle-ci. Bien sûr, si certains ont un problème avec Klaxoon, vous pouvez toujours mettre votre question dans le chat et puis on la mettra sur Klaxoon. Christophe et Christian, vous pouvez voir les premières questions pour l'instant à l'écran qui recueillent le plus de suffrages. Et donc, je vais vous proposer de commencer. Avec la première question qui est pour toi, Christian. Le cube, pourquoi du neuf et non du recyclage de matière? Oui, d'ailleurs qu'on peut rapprocher, je pense, de la deuxième question. C'est une excellente question. Je pense que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Il faut qu'on continue à produire des vêtements neufs parce qu'aujourd'hui, premièrement, on ne peut pas utiliser 100% de matière recyclée, mais c'est aussi un axe de travail extrêmement fort chez Fashion Cube que d'intégrer de plus en plus de matières recyclées.
L'année prochaine, pour vous donner un ordre de grandeur, dans nos collections, on aura à peu près 12% de matières recyclées. C'est un chiffre qui va croître. On vise à 2030, alors pour l'instant de façon utopique, mais zéro virgin material, c'est-à-dire aucune matière vierge utilisée en 2030, c'est-à-dire que des matières issues du recyclage. Ça veut dire qu'on doit se mettre en ordre de bataille pour rendre ça possible. Sur certaines typologies de matières, c'est pas possible aujourd'hui. Le coton, par exemple, hein, c'est une film qui pose beaucoup de problèmes sur le sujet. Donc, les jeans qu'on produira en France pourront aussi utiliser des matières recyclées. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était aussi l'idée de se dire, on commence par la confection, mais demain, oui, l'idée, c'est aussi d'être sur une filière 100% locale qui démarre de la collecte de vêtements et de mettre en place une filière de transformation qui nous permet de repartir de ces vêtements dont les clients ne veulent plus, en tout cas de la partie des vêtements dont les clients ne veulent plus, qui n'ont plus d'autre intérêt que de finir en recyclage. Il y aura une partie qui finira en seconde main, une partie qui finira en upcycling, peut-être en objet de lifestyle, mais il y a une partie qui finira en recyclage. Et l'objectif à terme, c'est bien d'aller vers du 100% matière recyclée. Voilà, c'est une réponse longue à une question qui était courte. Merci beaucoup, Christian, pour cette première question, première réponse. Alors, du coup, dans les questions qui remontent, là, on a aussi la question du coût complet avec est-ce que l'impact carbone, notamment celui du transport, est inclus dans le calcul du coût complet? Alors, les marques Fashion Cube ont réalisé en 2019 un calcul de leur EPNL, Environmental Profit and Loss, c'est-à-dire un compte de résultat environnemental dans lequel on est allé mesurer et monétiser nos impacts environnementaux. Donc le coût du carbone, mais pas seulement, donc tous les gaz à effet de serre, la consommation d'eau, la pollution de l'eau, l'utilisation des sols, la production de déchets et les émissions de particules dans l'air. Donc on a réalisé cette analyse-là. Demain, il faut absolument qu'on intègre ça dans l'analyse de la valeur d'un produit, d'une société. C'est tout à fait important. Petite parenthèse, cette démarche nous a permis aussi de montrer que le plus impactant, ce n'est pas le transport, contrairement à ce qu'on peut croire. Le fait qu'on produise loin, ça a deux impacts. Le premier, c'est qu'on travaille dans des pays qui sont en général avec des mix énergétiques qui sont très carbonés. Alors, certaines des marques travaillent dans des usines qui utilisent de l'énergie renouvelable. Hein. Ça, c'est aussi un fait. Mais donc, produire loin, c'est d'abord aller sur des pays qui ont des mix énergétiques très carbonés. Et puis ensuite, l'impact environnemental, il est essentiellement lié à la production de la matière première. Typiquement, la culture du coton, c'est extrêmement impactant d'un point de vue environnemental. Donc, c'est un raisonnement au coût complet, là aussi, mais de la synthèse de la matière première au produit fini, à sa fin de vie, il faut qu'on aille vers ce genre de démarche. Ça fait aussi partie de nos ambitions et nos enjeux. Merci Christian. Alors une question pour toi cette fois-ci, Christophe. Comment les deux vaches inspirent Danone et comment ces prises de position inspirantes peuvent faire écho et transformer les autres entreprises du groupe? Ouais, c'est une belle question parce que en plus, pendant quelques années, au tout début, on s'est un peu construit comme un village gaulois parce que en fait, être autonome et un peu isolé de Danone nous protégeait et nous permettait de justement tenir la feuille de route utopique et ambitieuse qu'on s'était fixée. Et en fait, justement, vous l'avez bien vu dans la raison d'être, retravailler. En réalité, notre mission, puisqu'on est un peu un des phares du groupe sur un certain nombre de pratiques, c'est justement d'inspirer Danone. Alors, comment on s'y prend? Alors, d'abord, on passe énormément de temps comme on dit, walk the talk, c'est-à-dire à vraiment expliquer ce qu'on fait et le partager avec les autres. Bien sûr, il y a un moment où finalement le déclic s'est fait dans la capacité à inspirer et à transformer les autres organisations, et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est quand on a réussi enfin à prouver, et c'est le cas depuis quelques années,
que notre business était à la fois transformationnel sur toute la filière agroalimentaire, mais également avec des niveaux de performance économique qui étaient presque, je vais dire, au rendez-vous des attentes les plus fortes de Danone sur la partie économique. Donc, on a commencé à impacter quand on a commencé aussi à lier l'impact hors économique et l'économique. Ensuite, ce qu'on montre beaucoup quand même, tout en étant pour autant encore pas tout à fait au standard, c'est qu'en fait, c'est un peu comme l'impact à l'extérieur de l'activité de notre entreprise. Au sein du groupe Danone, finalement, c'est peut-être pas si grave d'avoir une petite entité comme la nôtre qui n'est pas tout à fait au standard, si elle est capable, par d'autres métriques, de faire bouger tout Danone sur des choses beaucoup plus conséquentes. Et quand on prouve, par exemple, à d'autres entreprises du groupe que d'avoir une relation complètement réinventée avec les agriculteurs, ça permet d'avoir une résilience beaucoup plus forte de la relation avec eux, de pouvoir les garder, voire même de pouvoir les attirer plus facilement, voire même d'éviter des crises sociales, des conflits sociaux forts avec eux. Alors, ce sont des choses qui ne se mesurent pas dans un compte d'exploitation, mais qui se mesurent à la fin sur d'autres types de métriques. Donc, c'est en prouvant ce genre de choses-là, c'est la même chose, par exemple, sur la qualité de vie au travail ou l'engagement des salariés des prairies bio, qu'on prouve à Danone que ce modèle-là est intéressant. Alors, une question pour Christian plutôt sur la production. Pourquoi ne pas s'appuyer pour la production locale sur les savoir-faire locaux? S'appuyer sur des entreprises locales qui meurent tout doucement et qui ont déjà ce savoir-faire et que ça dynamiserait. C'est un très bon point. C'est ce qu'on a cherché à faire au début quand on a lancé le projet. On a cherché à s'adosser avec des industriels français. Au moment où on a cherché, on n'a pas trouvé d'industriels qui étaient prêts à nous accompagner, qui avaient les capacités à investir. Donc, on a dû passer par cette solution-là. Je pense qu'on n'a pas forcément vocation à devenir des industriels. On aurait plutôt effectivement intérêt à s'appuyer sur les tissus industriels existants, à monter des partenariats, mais des vrais partenariats, hein, pas le terme galvaudé qu'on peut toujours mettre derrière partenariat, mais se mettre ensemble et travailler ensemble. On a d'ailleurs pris part avec Jean-Christophe Garbino, le président de Fashion Cube, à un groupe de travail qui est initié par Bercy et par le ministère de la Transition écologique sur ce sujet-là. Et on essaie de pousser cette idée qu'on pourrait monter des partenariats, des vrais partenariats entre des fabricants locaux et des marques. Et on espère bien, et j'espère bien, que ce qu'on démontrera, lorsqu'on aura démontré qu'il était possible d'avoir des résultats par le biais de notre usine, on pourra amplifier ça en allant chercher des partenariats avec des industriels locaux. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord, redynamiser le tissu existant, ce qui suppose aussi que le tissu existant soit en capacité d'aller chercher du financement, d'aller chercher les bonnes innovations. Donc, c'est un vrai projet qu'on a et c'est un vrai projet dans lequel on doit tous être impliqués. Merci Christian. Bon, alors là, il y a une question sympathique. Certains industriels évoquent la décroissance et s'y préparent. Le fameux sujet de la décroissance. Est-ce une option, une réalité? Vous pouvez évidemment tous les deux intervenir. Je peux attaquer ou... Ah bah tu peux attaquer, ouais, tu peux attaquer. Ouais. Mais en fait, moi, c'est pas ça la question. En fait, on a couru après la croissance pendant des années. Et là, maintenant, on se pose d'autres questions. On raisonne par l'opposition et la décroissance. Il faut casser cette boussole-là, cet indicateur. C'est pas ça l'indicateur. C'est comment faire de l'entreprise un acteur politique dans notre monde, un acteur de changement. Et en fait, comment essayer, alors à la limite, si je veux bien ajouter des indicateurs un peu proches de la décroissance, comment essayer d'améliorer les choses avec moins, quoi. Donc, moi, j'ai plus envie de parler de frugalité, j'ai plus envie de parler de performance que de décroissance, parce qu'en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est plus le sujet, en fait. Le sujet, c'est de faire en sorte, comme d'autres acteurs politiques de la société,
d'améliorer le monde dans lequel on est, et l'entreprise est une option ultra intéressante pour le faire. C'est tout. Donc peut-être qu'il faut arrêter de suivre peut-être effectivement uniquement que les indicateurs de croissance, ça c'est sûr. Christian, tu souhaites rebondir? Bon, alors moi, je vais peut-être dire des choses qui vont heurter certains d'entre vous, mais moi, je pense que la décroissance, elle est là. Elle a en plus du sens. En tout cas, la décroissance du modèle, et c'est une de nos convictions chez Fashion Cube, c'est que nos business models traditionnels on le mesure assez régulièrement, sont en souffrance. Et il faut trouver d'autres façons de faire les choses. Il faut retrouver du sens, au fait. Donc, produire toujours plus de vêtements neufs, pour revenir sur ce qui a été dit dans les questions juste avant, ça n'a pas forcément toujours tout le sens qu'on voudrait. Le fait de se doter d'une usine, c'est aussi nous doter de capacité à réparer des produits. On sait que le marché de la seconde main est un marché qui est très dynamique, alors qui perd beaucoup d'argent en ce moment, mais un jour, il gagnera sans doute de l'argent. Le marché de la réparation, c'est un marché hyper important. Le marché du partage, c'est aussi un marché important. Donc, la question du côté de nos enseignes, c'est comment on essaie d'aller sur ces relais sur ces relais d'activité qui permettent de faire autre chose que tout le temps du produit neuf. Merci Mais la Christian route pour ce complément et ce deuxième regard. Alors, on a plusieurs questions sur la manière de mesurer la création de valeur humaine, sociale, environnementale, en plus de la valeur économique qu'on sait plus facilement mesurer. Et sur ces autres mesures de création de valeur, on est plus démunis que sur le registre économique. Est-ce que vous avez des inputs là-dessus? Moi, j'évoquais tout à l'heure les IPNL, donc les comptes de résultats environnementaux qu'ont réalisé nos marques. C'est une façon de mesurer l'empreinte environnementale de notre activité qui présente l'avantage, d'utiliser une méthode qui a été développée par Puma il y a fort longtemps, puis ensuite adoptée par Kering. C'est une méthode que moi je trouve intéressante parce qu'elle permet de monétiser les impacts. Donc, on parle d'environnement, mais on parle en euros. Donc, en général, ça nous parle facilement. Si je vous prends un exemple de ce que ça nous a apporté, ça nous a permis de voir que l'impact environnemental de Fashion Cube était de près de 300 millions d'euros, qui sont des impacts environnementaux qui ne sont pas forcément portés par nous, qui sont portés par le monde entier, voire les zones dans lesquelles on produit. Donc ça, c'est une façon intéressante, je trouve, de monétiser les impacts et donc de les mesurer. Et ça présente l'avantage aussi de mesurer nos impacts sur l'ensemble de la chaîne de fabrication et de transformation du textile jusqu'à la fin de vie. Donc ça, c'est une première façon qui est intéressante. Oui. Christophe, oui. Oui, je ne veux pas beaucoup plus rajouter. C'est clair que le fait qu'on soit très démunis sur ces autres registres-là montre bien qu'on ne s'est pas beaucoup soucié de tout ça jusqu'à maintenant et qu'il faut mettre des choses en place. Alors, chez nous, j'ai fait quelques allusions à ça. On travaille là-dessus avec pour objectif, là, à la fin de l'année, de montrer un plan stratégique et un PNL à 5 ans avec un certain nombre d'indicateurs de performance globale. Alors ça, c'est très, très inspiré finalement par la certification Bicorp qui justement évalue de façon très, très globale la performance de la boîte au-delà des indicateurs financiers. Donc ça, ces indicateurs de performance, ils sont en ligne avec nos axes stratégiques qui ne sont pas uniquement que business. Et là, ils sont relativement simples à fixer. Ils sont d'ordre, par exemple, si on veut avoir une vision 360 de toute notre activité, on va parler de niveau de rémunération de nos éleveurs, on va parler bien sûr d'ACV sur l'empreinte environnementale, on va parler du niveau d'engagement de nos collaborateurs avec des scores d'engagement qu'on mesure via des surveys, par exemple, chez Danone. On va parler nutritionnel. Donc, tout ça est assez simple. Donc, on peut mettre en place tout ça. Et après, le véritable enjeu sur lequel on est encore en terre un peu inconnue, c'est de transformer ces indicateurs de performance globale en indicateurs réels d'impact sur les écosystèmes de nos parties prenantes. Comme le font d'ailleurs de façon déjà pionnière les pionniers du commerce équitable Nord-Sud qui font des études d'impact
5, 10 ans après être entrés dans un mode de rémunération équitable. Là, ils sont capables de mesurer financièrement ce que ce système de rémunération équitable a changé dans l'écosystème, par exemple, des producteurs de café ou des producteurs de sucre ou de cacao. Voilà. Donc ça, on est en train d'explorer quelque chose qui est complètement inconnu, mais on est persuadé qu'il va falloir animer nos actionnaires et nos parties prenantes là-dessus, parce que les modèles économiques liés au durcissement de notre monde et probablement à une croissance beaucoup moins forte vont terriblement bouger, et il faudra être capable de montrer que la création de valeur est bien au-delà du PNL classique. Merci à tous les deux. Une nouvelle question qui s'adresse à vous deux. Est-ce que vous savez quel effort de prix le client est-il prêt à faire pour acheter mieux? Est-ce que vous avez pu réaliser des études, les sonder? Je peux répondre peut-être déjà, Christian? Oui. Vas-y. Okay. Oui. Déjà, nous, on a quelques preuves assez concrètes, sachant qu'il n'y a pas qu'un seul client, hein, enfin tout le monde le sait, mais ça fait maintenant 14 ans qu'on vend des yaourts 20 à 30% plus chers que les yaourts conventionnels, et on recrute toujours plus de consommateurs, et voilà, et on a une part de marché qui est maintenant très très établie, qui est bonne. Donc il y a une frange de la population qui est prête à mettre le prix dans un produit un peu plus cher, et ces gens-là finalement sont prêts à le faire parce qu'il y a à la fois bien sûr la promesse d'un produit de qualité ou de très bon goût, et puis le sentiment tout à fait sincère de s'engager très clairement en choisissant un yaourt plutôt qu'un autre sur un modèle d'agriculture, et de voter finalement pour le monde dans lequel on a envie d'être à travers l'achat d'un yaourt. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a toute une frange de la population qui en est complètement incapable, quand bien même elle aurait envie, elle aussi, de changer le monde. Et donc ça, c'est un sujet, surtout quand on parle d'alimentation, par exemple, et quand on fait du bio, et quand on est plus cher que la moyenne, qu'il faut être capable d'adresser, parce qu'à un moment, c'est simplement une question de justice sociale, et tout le monde, comme tout le monde a droit en France de se soigner basiquement et gratuitement, c'est le principe de la sécurité sociale, et ben, on doit rêver d'un monde où tout le monde aura le droit de se nourrir sainement avec des produits sains et accessibles. Donc là, nous, on y travaille, et c'est justement aussi pour ça qu'on prépare un PNL et des indicateurs d'impact qui vont bien au-delà du financier, parce que même avec tous les arbitrages dont je vous ai parlé, à un moment, on touche à des limites, et pour adresser des sujets comme cela, il faut sortir du simple périmètre du compte d'exploitation d'une simple société comme nous. Il faut aller beaucoup plus loin sur l'impact. Merci Christophe. Christian, tu veux prendre la parole? Bon, moi, j'ai déjà abordé ce point-là. Hein. Je pense que alors, je suis d'accord avec Christophe, il n'y a pas un client, il y a plusieurs types de clients, mais je pense que le client qu'on vise nous, il n'est pas prêt à payer 3 fois plus cher son produit pour acheter du Made in France. Je pense qu'en revanche, si on est capable d'un point de vue marketing de bien raconter, de bien dire pourquoi le produit est un peu plus cher, et à nouveau, moi, mon objectif, c'est qu'on soit capable de vendre au maximum 10% plus cher que le produit équivalent. Je pense que le client est capable de faire cet effort-là. Quand on écoute les sondages, tous les Français se disent prêts à acheter plus cher et à payer plus cher pour du Made in France. En face, sur l'habillement, ce qu'on propose, c'est payer 3 fois, 4 fois le prix, et donc le taux de conversion d'intention, il est relativement bas, et je le comprends, et donc voilà, je pense qu'on a aussi quelque chose à faire sur le sujet. Alors, on a 2 questions qui se ressemblent beaucoup pour la suite, avec une question sur, enfin, les questions sont autour de la matière première. Donc, sur la partie jean, remplacer le coton, et sur la partie yaourt, remplacer le lait de vache. Voilà, qui sont du coup des matières qui émettent du carbone. Est-ce que vous voulez... Qui veut commencer sur ce sujet? Ouais, j'essaie d'être bref, Christophe. Alors, nous, on pense à remplacer le coton, oui, par du coton. C'est-à-dire que, pour revenir sur les questions qui ont été posées juste avant, hein,
Aujourd'hui, la meilleure matière à utiliser, si on doit utiliser, refaire de la matière, c'est de passer par des procédés de recyclage, parce que c'est là où on a le moins d'impact environnemental possible. Donc voilà, remplacer le coton, oui, par du coton, c'est probablement ce qu'on a de meilleur aujourd'hui. On n'exclut pas non plus d'aller chercher de nouvelles fibres, des fibres plus innovantes. On commence à parler de captation de CO2, de fabriquer du polyester à partir de CO2 et des choses comme ça. Donc, c'est des choses qu'on surveille, mais probablement que les meilleures matières premières seront les matières premières recyclées, plus que le lin ou autre. Merci beaucoup. Ouais, je vais vite sur la pertinence du lait végétal. Bien sûr que c'est un sujet tout à fait pertinent. Ce qui est vraiment pertinent, c'est nous, on n'oppose pas les modèles, on n'oppose pas les choses. Il y en a marre d'ailleurs de l'opposition systématique du lait de vache contre le lait végétal, de toutes ces choses-là. Ce qui est pertinent, c'est d'essayer d'équilibrer la diète alimentaire de nos citoyens et de leur proposer autre chose que de la protéine animale. Ça, c'est certain. Et puis, ce qui est certain aussi, c'est qu'on a une responsabilité très forte quand on est ancré comme nous dans un terroir comme celui de la Normandie, par exemple, et qu'on connaît tous nos éleveurs, que de les accompagner sur d'abord et d'une la réduction de leur empreinte carbone. Et là, on a des programmes de réduction de l'empreinte carbone avec eux, dans lesquels on investit énormément pour les aider à être plus performants, excusez-moi. Et puis également, être responsable et s'engager avec eux. Ils sont 50, on a été les chercher un par un. Donc, on doit les accompagner sur cette transition et on doit être capable aussi de continuer à les soutenir parce qu'il y a une place pour de l'huile d'élevage, mais avec une amélioration des performances environnementales, c'est certain. Et puis, on a une idée avec eux, qu'on a déjà partagée avec eux, c'est de possiblement les accompagner sur une transition végétale et d'utiliser leur surface et leurs prairies pour y faire pousser tant de l'alimentation pour leurs vaches, bien sûr, que potentiellement de l'alimentation végétale pour les hommes. Et ce n'est pas pour rien qu'on s'appelle les prairies bio, puisque des prairies partent tout ce dont on rêve de commercialiser, de transformer avec nos clients. Merci. Alors, je vais vous poser la dernière question. J'invite déjà toutes les personnes qui sont avec nous de ne pas partir à la fin des questions. Hein. Le webinaire et l'afterwork sont jusqu'à 20h. On vous propose voilà, une belle session d'ancrage juste après. Et donc, la dernière question avec une réponse courte. Est-ce que vous avez pu comparer les émissions de gaz à effet de serre entre une production française et une production importée ? Parce que c'est pour moi. Moi. Non, on ne l'a pas encore fait. On va le faire. Voilà. Court. Ça mérite d'être authentique. Oui, et chez nous, ça fait pas beaucoup de sens parce que le lait est très souvent local. Mais ce que je peux vous donner comme indicateur intéressant, qui rejoint la question sur l'empreinte carbone de l'élevage laitier, c'est que plus de 50% de l'émission carbone d'un yaourt, ça se passe dans la ferme, ça ne se passe pas trop dans le transport en réalité. Donc, les enjeux sont dans les fermes pour réduire l'empreinte environnementale de nos yaourts. Ouais, mais c'est à peu près la même chose sur le textile. Hein. L'empreinte carbone, elle est essentiellement ce que je disais tout à l'heure sur la production de la matière première plutôt que sur le reste. Merci beaucoup pour toutes ces questions et toutes ces réponses riches et merci beaucoup pour la transparence aussi dans vos réponses.